Ce soir, on vous propose une incursion dans le monde du trafic de cocaïne à grande échelle, où des trafiquants sont attirés par un style de vie extravagant, par la promesse d'une richesse extrême. Je n'ai jamais connu des narcotrafiquants prospères qui soient encore en vie ou qui soient riches. Ils finissent morts, assassinés par des gens de leur organisation. Mais c'est un monde impitoyable pour ceux qui veulent jouer dans la cour des grands. Un trafiquant est prêt à tout pour atteindre son but. On peut aller jusqu'au meurtre. On vous a présenté l'an dernier l'histoire de Frédéric Lavoie, un homme de Québec qui s'est retrouvé dans ce monde et qui a payé de sa vie. C'est sûr qu'il cherchait tous les moyens pour faire le plus d'argent possible. Je pense qu'il aimait le standing que ça pouvait lui apporter, le sentiment de pouvoir. On l'a retrouvé assassiné en Colombie. Finalement, s'il est arrivé en Colombie, c'est parce qu'auparavant, il avait eu des contacts au plus haut niveau. C'est la mafia qui est derrière ça. Ils sont très puissants. Il y a du nouveau dans cette affaire et ce soir, on est même en mesure de vous dévoiler l'identité du principal suspect de son meurtre. Grâce aux enquêtes, nous avons découvert qu'il aurait présumément assassiné son complice à Sabaneta, région d'Antioquia. Le grand risque est que l'erreur est impardonnable. Bienvenue à Enquête. Alors bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse. En novembre 2012, la police frappe et démantèle un réseau de trafiquants de drogue. L'opération s'appelle LOCAS. Nous pouvons donc affirmer avoir réussi à neutraliser ce réseau en portant des accusations non seulement contre les distributeurs, mais également contre les têtes dirigeantes de ce réseau. 6 hommes sont décrits par la police comme les têtes du réseau. Parmi eux, il y en a un qui détonne, Frédéric Lavoie, un jeune homme de Québec dont on n'a jamais entendu parler. Des documents de cours nous aident à vous raconter son histoire, de son ascension fulgurante jusqu'à sa mort terrible, loin des siens. Ces traces nous ont amenés en Colombie. Encore aujourd'hui, la Colombie est le principal producteur de cocaïne du monde et ce pays est intimement lié à notre histoire. Par ici, c'est la seule possibilité de travail qu'on a. Récolter des feuilles de coca pour faire vivre notre famille. Selon les Nations unies, la Colombie, le Pérou et la Bolivie produisent plus de 1100 tonnes de cocaïne par année. À la frontière, le kilo transformé se vendra jusqu'à 4 millions de pesos. Et vous avez obtenu combien pour la produire? À peine plus d'1 million. C'est le prix après la transformation des feuilles de coca en cocaïne. Ce commerce devient souvent le moteur de l'économie des régions pauvres. Une fois arrivé au Canada, le kilo vendu dans la rue peut laisser jusqu'à 80 000 $ de profit. Ces bénéfices font rêver ceux qui veulent devenir riches facilement. Les organisations criminelles en profitent pour recruter de nouveaux membres. Frédéric Lavoie est né dans la région de Québec. Il y a grandi, entouré de ses amis et de sa famille. Il travaille comme barman sur la Grande Allée. Cette personne a été proche de Frédéric Lavoie. C'est l'ambition qui l'a ramené là-dedans. C'est sûr, c'est l'ambition. Avec les résultats, on peut voir que ça en valait pas la peine. Lavoie n'avait pas le profil d'un criminel. Une personne sans dossier criminel peut devenir une personne très importante dans le rouage d'une organisation criminelle. Philippe Paul a fait des enquêtes dans le monde des stupéfiants durant 20 ans. Il connaît bien la mentalité des trafiquants qui s'associent à des gens au dossier sans tache. Ces personnes-là, sans dossier judiciaire, peuvent fréquenter et traverser les douanes canadiennes, américaines ou autres sans laisser de traces, passer sous le radar. Officiellement, Frédéric Lavoie est un entrepreneur qui tire ses revenus de l'industrie du tatouage.
En 2009, il achète un appartement dans un édifice devenu célèbre, le 1000 de la commune. C'est un bel immeuble, mais avec beaucoup de logements huppés qui sont parfois loués à des gens du crime organisé. Pourquoi cette adresse-là est ciblée par ces gens-là? Parce que c'est un endroit, pas fortifié, mais un endroit sécurisé, afin de pouvoir transiger leurs activités à l'abri de tous, surtout de la police. L'ascension de Frédéric Lavoie aurait été favorisée par les circonstances. Selon la police, c'était le bon moment pour s'accaparer le marché de la drogue. Il y a eu de nombreuses opérations policières au cours des dernières années, qu'on parle de colisées qui étaient faites par la Gendarmerie royale du Canada, de Axe qui étaient faites par le SPVM ou de Shark par les escouades régionales mixtes. Ça a laissé une certaine place à des organisations criminelles. Une de ces associations va mener Lavoie jusqu'en Colombie. Nous sommes allés consulter un champion de la lutte antidrogue de Colombie, le général Oscar Naranjo. Le général nous a donné cette entrevue quelques jours seulement avant de devenir vice-président de la Colombie. Il y a 20 ans, un citoyen canadien n'aurait jamais pensé venir acheter de la drogue directement à la source. Aujourd'hui, il peut penser que c'est possible, et ça l'est. Dans le passé, les cartels voulaient contrôler toutes les étapes du narcotrafic, et personne ne venait jouer sur leur terrain. Aujourd'hui, ces organisations sont globales, et elles veulent minimiser les risques. Si pour réduire les risques, quelqu'un du Canada doit venir en Colombie pour transporter la drogue, les cartels vont le permettre. Pour faire parvenir la drogue à destination, les organisations collaborent plus que jamais. La cocaïne franchit de grandes distances avant d'arriver au consommateur. On la transporte parfois à travers la cordillère, parfois sur les fleuves. Finalement, la drogue arrive au port de la côte pour être embarquée vers une destination plus au nord. En fait, presque toute la drogue passe par l'Amérique centrale ou par le Mexique. Un narcotrafiquant colombien a accepté de nous parler de son commerce, à condition de cacher son identité. On envoie la drogue au Mexique et ils sont responsables de la faire rentrer clean au Canada. Si on parle des moyens de transport, on peut dire qu'on les utilise tous. Les voitures, les avions. Dernièrement, on a envoyé de la marchandise en utilisant des troncs de bois et ça a bien marché en les envoyant par bateau. On est assez ingénieux. On a même inventé des sous-marins. Des semi-submersibles comme celui-ci peuvent transporter jusqu'à 2 tonnes de cocaïne. Côté Pacifique, la drogue peut transiter par le canal de Panama ou voyager directement vers la côte est de l'Amérique du Nord en passant par l'Amérique du Sud ou les Antilles. Une fois aux États-Unis, ce sont les cartels mexicains qui se chargent de transporter la drogue. Dans l'est du pays, c'est le célèbre cartel de Sinaloa qui s'en charge. Mais tous ces efforts ne servent à rien si la drogue ne se rend pas à bon port. Elle doit rentrer au Canada. Une porte d'entrée est une personne qui va faciliter l'entrée de la drogue. Par exemple, un douanier qui va faciliter l'entrée par un port d'entrée, que ce soit par camion ou par conteneur. Les organisations qui n'ont pas accès à ces portes-là vont tenter d'importer de la drogue de toutes les façons imaginaires possibles, que ce soit caché dans des plateaux de service dans les avions, que ce soit caché dans des ananas dans les conteneurs, dans les palettes de bois pour transporter la marchandise ou autre. Mais à chaque fois, il y a un risque. Le risque de faire saisir la drogue. Des associés de Frédéric Lavoie ont mis au point un ingénieux moyen de transport. Une entreprise et un propriétaire au dossier sans tache servent de couverture à l'importation de la drogue. Des camions vont chercher des roulottes neuves aux États-Unis, en toute légalité. Lors de procédures judiciaires récentes, un ancien chauffeur raconte comment il a été recruté. Il me demandait si j'avais mon passeport, mon permis de conduire. J'avais pas de casier judiciaire. Il m'a dit, tu vas aller aux États-Unis, tu vas amener du pot, puis tu vas ramener de l'argent. Il m'a dit que je ferais 3 500 $ par voyage, que j'en ferais un à toutes les semaines, même des fois peut-être 2.
La drogue est chargée dans un double fond. On passait à Sarnia ou Windsor, parce que c'est les deux grosses douanes dans ce coin-là. Fallait passer à 7h, 7h30 le soir, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait plus d'achalandage, donc il passait moins de temps sur chaque personne. On disait aux douaniers, on s'en va chercher un trailer. Okay. Si on n'avait pas les roulottes, on n'allait pas aux États-Unis. C'était la couverture idéale. Une fois la frontière franchie, les instructions sont envoyées par messagerie cryptée sur BlackBerry. C'est là qu'on recevait notre destination. Bon, là, tu vas t'en aller à New York, voir telle personne, communique avec lui à tel numéro. Car au lieu d'aller chercher la roulotte, le chauffeur bifurque vers son lieu de livraison. Il livre le cannabis à l'un des différents clients américains et ramène un sac d'argent. Après, le chauffeur récupère la roulotte et revient vers l'Ontario, puis le Québec. Beau temps, mauvais temps, on file vers l'entrepôt où l'argent est livré à l'organisation. Le chauffeur raconte que son patron est généreux. Une soirée dans un bar, on dépensait 15-20 000. Là. Il payait tout le temps comptant. Il payait la traite à tout le monde. Le transport devient plus stressant. Lors d'une livraison à Chicago, le chauffeur fait face à des clients mexicains plutôt nerveux et ramène une cargaison inattendue. On est allé dans un entrepôt. Là, il y avait des hommes armés avec des semi-automatiques. C'est là que j'ai vu qu'il se passait quelque chose de différent parce que j'avais jamais vu d'armes avant ça dans aucun de mes transports. Pour la première fois, au lieu de sacs d'argent, le chauffeur rapporte des boîtes remplies de cocaïne. De retour au Québec, le chauffeur se fait sermonner. Je me suis fait dire que je pourrais plus retourner à Chicago parce que j'avais conduit croche, que je les avais mis sur les nerfs, puis que je savais pas avec qui je faisais affaire, que c'était des cartels mexicains, des gens vraiment dangereux parce que ils voulaient me retrouver. Le témoin raconte qu'il est allé travailler pour Frédéric Lavoie, qui, selon lui, s'approvisionnait en cocaïne grâce au stratagème des roulottes. Lui, c'était un fournisseur de cocaïne pour Montréal et les environs. Je m'occupais d'aller voir ses clients, d'apporter les kilos qu'ils avaient besoin, de récupérer l'argent, de la compter. J'allais à Ottawa, sur la rive nord, sur la rive sud, partout où il me disait d'aller. Puis là, j'étais payé au kilo que je transportais, 250 $ par kilo. Il y avait toute son organisation à lui, Frédéric Lavoie. Il y avait ses runners, ses chauffeurs, ses associés. Ça roulait vraiment, ses affaires. Les parkings de centres commerciaux sont témoins de rendez-vous mystérieux où s'échangent la drogue et l'argent, parfois des centaines de milliers de dollars. Les proches de Frédéric Lavoie remarquent son train de vie. C'est sûr que oui, il y avait un train de vie qui justifiait pas comment moi je le connaissais. Moi, il me disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises, puis aussi qui prêtaient de l'argent, comme un Shylock, avec de l'intérêt élevé, ce qui était assez plausible. La police commence à s'intéresser à lui. Les filatures, l'écoute électronique et le travail d'agent d'infiltration permettent d'en apprendre davantage sur ses activités. La police prépare une opération majeure contre l'organisation, mais certains membres ont été prévenus. C'était « il va y avoir une descente ce soir ou dans les prochains jours ». Je me suis fait arrêter le lendemain. Le matin de l'opération, le 1er novembre 2012, Frédéric Lavoie n'est pas chez lui, comme plusieurs autres accusés. Le public apprendra plus tard que c'est le policier Benoît Roberge qui a prévenu les motards de l'opération. Frédéric Lavoie part en cavale. Mais qui doit-il craindre le plus? La police, ses présumés complices ou bien d'autres criminels? Medellín, c'est une ville colombienne très connue dans le monde. Elle est synonyme de richesse, d'innovation et d'avenir. On oublie presque qu'elle a été l'une des villes les plus violentes au monde, la capitale mondiale du narcotrafic et le siège social du redoutable cartel de Medellín. Le nom de Pablo Escobar est aujourd'hui une marque de commerce qui attire les gens. Je dirais que la moitié des gens aiment Pablo, surtout dans les quartiers pauvres. Pour eux, c'est un héros. Mauricio est le guide d'un tour de plus en plus convoité par les étrangers. 2 Américains qui n'ont pas voulu être identifiés nous ont permis de faire la visite avec eux.
Le cartel de Cali voulait tuer la famille d'Escobar. Ici même, la famille de Pablo Escobar a bien failli périr dans un attentat. Même l'un de ses anciens collaborateurs, Jaime, gagne sa vie en racontant les exploits de son patron. C'est lui qui a commencé les tours guidés. Avant ça, c'était tabou. Mais celui que l'on présente aujourd'hui comme un mythe était, dans les années 80 et 90, le plus grand exportateur de drogue au monde. Après avoir tenté sa chance comme politicien, il s'est lancé dans une véritable guerre contre les autorités. Bombes, kidnapping, il s'en est pris aux policiers, aux magistrats, aux politiciens. Il a fait des milliers de morts. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. On est près de l'endroit où il a été tué. La police a tiré sur ses gardes du corps et Escobar a couru sur le toit. Pablo Escobar est ici omniprésent. Sa tombe est toujours fleurie. On a même nommé un quartier en son honneur dans les bidonvilles où il a construit des maisons pour les pauvres. La ville a essayé de changer le nom du quartier. Il ne voulait pas qu'on parle de Pablo Escobar. La légende d'Escobar est plus vivante que jamais à Medellín, là où le narcotrafic n'a jamais cessé. Ici, c'est l'endroit où Escobar a grandi. C'est Envigado. Au nord de Medellín se trouve la petite municipalité d'Envigado. C'est de là que Pablo Escobar gérait ses affaires avec l'aide de son escadron de la mort qu'on appelait la Oficina de Envigado, le bureau d'Envigado. Avant d'aller commettre leurs assassinats, les tueurs à gages, qu'on appelle les sicarios, vont se recueillir devant la Vierge qui leur est dédiée. À la mort d'Escobar, au lieu de disparaître, cette mafia de Medellín est devenue plus puissante et plus active que jamais. À Medellín, plus de 13 000 personnes travaillent aujourd'hui pour cette organisation. Ce spécialiste du crime organisé vit sous la menace des groupes criminels. Son bureau est littéralement blindé et il ne se déplace jamais sans ses gardes du corps. Il s'appelle Luis Fernando Quijano. On le consulte de partout car il connaît les méandres du monde criminel. Il explique comment fonctionne aujourd'hui l'organisation qui a pris la place du cartel de Medellín. D'abord, il y a les hommes de main, les tueurs. Au-dessus, il y a les chefs. Puis, le conseil de direction où siègent des représentants des différents clans mafieux. En haut de la hiérarchie, on retrouve les patrons et les patrons des patrons. Ce sont des entrepreneurs, des politiciens, des autorités, et ils sont très puissants. C'est une grande entreprise avec un bras armé. Il confirme la présence criminelle transnationale dans son pays. Le cartel mexicain de Sinaloa est ici. Sont aussi présentes les mafias russes, chinoises et italiennes. Quand elles font la paix, il y a moins d'homicides, ça diminue la violence. Mais pas la criminalité. Et c'est ce qu'on vit à Medellín aujourd'hui. C'est dans cette réalité qu'atterrit Frédéric Lavoie en mars 2014. Il est en fuite depuis plus d'1 an après s'être caché aux Bahamas pendant plusieurs mois. Sa fiche d'Interpol le décrit comme l'un des criminels les plus recherchés au Canada. Quelques semaines plus tard, on découvre un corps aux alentours de Medellín. Le cadavre démembré et emballé dans des sacs en plastique a été trouvé par le propriétaire d'un terrain tout près de ce pont. Le corps est identifié par les services de médecine légale. C'est celui de Frédéric Lavoie. Ce crime ne peut avoir été commis sans l'accord de la mafia locale. Certains sont venus de l'étranger et de la mafia italienne pour faire des affaires. Mais la mafia de Medellín leur a dit « Ici, c'est nous qui avons le contrôle et vous devez obtenir notre permission. » Mais est-il possible de commander un assassinat en Colombie depuis l'étranger? La suite de notre histoire pourrait nous montrer que oui. C'est très facile.
on n'a qu'à faire un appel ou on envoie un message à nos partenaires d'affaires et on leur demande d'embaucher quelqu'un pour résoudre le problème et ils s'en occupent. Nous avons poussé notre recherche dans le monde interlope de Medellín. Un narcotrafiquant local confirme: Ici, on dit « le chien danse grâce à l'argent ». Tout peut s'obtenir avec de l'argent. Dans ce pays, il y a tellement d'inégalités que si l'on offre de l'argent, les gens vont faire ce qu'on leur demande. Notre visite ne passe pas inaperçue. Nos recherches dérangent, surtout les fonctionnaires de l'État. Voici ce que nous rapporte notre collaborateur, un journaliste reconnu à Medellín. Une de mes sources m'a dit « Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire-là ». Son patron, qu'il ne peut pas nommer, lui a demandé « Qui est en train de réveiller tout ça? Qu'est-ce qu'il veut savoir, au juste ?» Ça fait des années que je travaille comme journaliste et que je fais des enquêtes. C'est la première fois qu'on me met autant de bâtons dans les roues. Des informations nous parviennent alors du monde criminel. C'est délicat parce que des policiers seraient impliqués dans la mort de Lavoie. La question demeure, pourquoi Frédéric Lavoie a été tué de façon aussi violente? Et surtout, que venait-il faire en Colombie? En tout cas, ce présumé trafiquant n'était pas comme les autres. Ici, c'est le paradis sur Terre pour les narcotrafiquants. Ici, on est tout près de la frontière avec l'Équateur. Pour nous, la plante de coca, c'est une bénédiction parce que ça nous permet d'envoyer les enfants à l'école et d'avoir de quoi manger. Les plantations de coca sont immenses et les prix sont bas. C'est ce qui incite certains étrangers à venir s'approvisionner sur place. C'est par la frontière de l'Équateur que Frédéric Lavoie serait entré en Colombie. Il s'est ensuite rendu à Medellín par avion. Dès son arrivée, Frédéric Lavoie aurait essayé de refaire son réseau d'importation de cocaïne. Le général José Mendoza, directeur de la lutte contre la drogue, a enquêté sur ses activités à Medellín. Il ne s'agissait pas de trafic important. C'était plutôt planifier des envois de drogue et utiliser des personnes comme courriers, des mules. C'est ce que nous dit l'enquête. Au Canada, le consortium criminel dont aurait fait partie Frédéric Lavoie était composé de groupes du Québec, de l'Ouest canadien, de la Colombie, du Mexique et même de la Grèce. Une vraie multinationale de la drogue, mais qui n'aurait pas de structure établie comme les Hells Angels ou la mafia. N'étant pas sur des bases solides, ne connaissant pas tous les joueurs qui travaillent au sein de ton organisation qui a été restructurée au sein de plusieurs groupes, à ce moment-là, tu risques de créer une faille et cette faille-là, la brèche, fait en sorte que la police peut infiltrer, peut travailler plus facilement une organisation qui n'a pas l'expérience de contrer toute infiltration policière. À la suite de l'opération Locass en 2012, on accuse ces 6 hommes d'avoir importé de très grandes quantités de cocaïne et d'en faire la distribution. Parmi eux, Larry Amero. Sur Facebook, il ne cache pas son appartenance aux Hells Angels. Il vient de Colombie-Britannique. En 2011, la voiture qu'il conduisait a été criblée de balles. Il était en compagnie d'un trafiquant de drogue notoire, mort sur le coup. Dans l'affaire Locass, qui date de 2012, un juge a récemment décidé d'abandonner les accusations contre lui pour cause de délai déraisonnable en raison de l'arrêt Jordan. Shane Kenneth Maloney, lui, a plaidé coupable à des accusations de trafic de cocaïne. Dans ces entrepôts, on a aussi retrouvé un grand nombre d'armes à feu et des explosifs. C'est pas le genre de personne que la police pourra obtenir beaucoup de détails parce que c'est un criminel endurci. Et puis, sa façon de faire, au cours des dernières années, a fait en sorte qu'il est devenu une étoile montante du crime organisé. Mais ça reste, dans mon livre à moi, un trafiquant notoire. 2 des présumées têtes dirigeantes identifiées dans le CAS sont encore devant les tribunaux, Michale Leventis et Rabi Al-Khalil.
Timoléon Psycharis, d'origine grecque, était aussi en fuite lors de la rafle policière de 2012. 3 semaines plus tard, on a retrouvé son corps torturé et défiguré dans une ville à l'est d'Athènes. Les journaux grecs mentionnent la présence dans leur pays des cartels mexicains pour expliquer sa mort. Frédéric Lavoie, qui n'était même pas connu des services de police de sa région, s'est retrouvé dans ce groupe. Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous laissait penser que Frédéric Lavoie pouvait un jour rentrer dans des affaires louches? Vu de l'extérieur, on s'imagine que c'est des gens qui sont méchants pour être à ce niveau-là. Non, il n'y avait pas ça en lui. Je l'ai jamais vu être vraiment méchant avec quelqu'un. Je vois pas comment il aurait pu faire sa place là-dedans. C'était quelqu'un de bien, qui était protecteur. Les femmes l'adoraient. Quelqu'un d'attentif et qui aimait prendre soin des autres aussi. Dans un message crypté, écrit par Lavoie sous le pseudonyme de King, il réagit à la mort accidentelle d'un complice. Si tu savais comment j'étais proche de lui, c'était un gentil, lui. C'est pas comme mes autres chums qui font du mal. Et à quel moment tu t'es rendu compte que son style de vie était comme au-delà de ce que normalement ça devrait être? Quand je l'ai vu aux nouvelles, comme quoi il était recherché. Lorsque son corps est identifié en juin 2014, les témoignages de ses amis sur Facebook ne trompent pas. Fred. Tu vas me manquer énormément, mon frère. Je garderai toujours de bons souvenirs. Il y a de ces gens qui nous marquent et des événements qu'il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Sale vie. Les sujets de Frédéric Lavoie nous intéressent surtout du côté humain. On essaie de faire un parcours de sa vie. Nous avons contacté sa famille et ses amis, mais peu d'entre eux ont accepté de nous parler. La douleur est toujours vive et parfois les sentiments sont ambivalents. Cette personne a appris que Frédéric avait parfois caché de l'argent chez elle, à son insu. Est-ce qu'il vous a aussi quelque part utilisé? Il a causé du tort, des répercussions. Autant sa famille, ses amis, pas mal tout le monde. Puis oui, on se sent trompé là-dedans, c'est sûr. Puis je me demande, moi, c'est où le changement s'est fait? À quel moment dans sa vie, dans sa tête, est-ce qu'on est devenu moins important que ses propres buts? Dans les dernières années, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais les fois où je l'ai vu, c'était impossible, même pendant un dîner ou une rencontre, d'avoir son attention plus que 30 secondes à la fois. Parce que bon, il y avait 3-4 cellulaires, il était tout le temps pressé. Il était juste concentré sur ses conversations avec ses 3-4 téléphones en texto. Fait qu'on voyait là que tout ce qu'il vivait était très préoccupant. Lavoie avait fait un voyage en Colombie à l'automne 2012. Il veut alors développer un réseau d'importation de drogue. Dans un enregistrement réalisé à son insu, il révèle à son bras droit avoir formé une compagnie pour exporter de l'équipement mécanique en Colombie. La raison pour je fais ça, j'ai une carte de compagnie, j'achète des moteurs et des équipements que je cherche là-bas. Je viens de voyager, ça justifie ma patente. Comme Frédéric Lavoie a été tué en Colombie, nous avons demandé au général Oscar Naranjo, décoré pour avoir combattu des trafiquants toute sa carrière, de se pencher sur son histoire. En tant qu'ancien policier aujourd'hui à la retraite, je peux vous mentionner 3 ou 4 choses qui ont attiré mon attention. D'abord, l'âge de ce garçon. Comment a-t-il fait pour se bâtir si rapidement une carrière criminelle? Et devenir le 6e criminel le plus recherché au Canada. Frédéric Lavoie est recherché en vertu d'un mandat international, un code rouge. C'est-à-dire, lorsqu'on l'identifie, on doit l'arrêter. Avant même qu'il entre en Colombie, les autorités sont prévenues. Il voyage avec un passeport des Bahamas sous une fausse identité. Derrière un faux passeport, il y a une structure criminelle sophistiquée qui, dans ce cas, a aidé ce Canadien à venir en Colombie. Alors, on peut conclure qu'on parle ici d'une organisation criminelle transnationale. Nos sources nous confirment que Frédéric Lavoie avait des contacts en Colombie. Finalement, s'il est arrivé en Colombie, c'est parce qu'auparavant, il avait eu des contacts au plus haut niveau. Nous avons rencontré le général Naranjo au printemps 2017 et il était vraisemblablement bien informé. Ce que nous avons appris dans les dernières semaines, c'est qu'un de ses contacts est un autre Canadien, Stephen Skinner, originaire de Halifax. Skinner aurait dirigé une organisation criminelle en Colombie. Une organisation sous la protection du narcotrafiquant Daniel Barrera,
que le général Naranjo a pourchassé durant toute sa carrière. Cet individu est devenu en quelque sorte mon obsession. Il est connu dans le monde criminel sous le nom de Loco Barrera. Loco Barrera, alias le Fou, a été arrêté en 2012 et extradé aux États-Unis, mais il est toujours le parrain de ce réseau. Lorsque Frédéric Lavoie arrive en Colombie en mars 2014, il est attiré par la perspective de se renflouer financièrement et il vient rencontrer Stephen Skinner. Stephen Douglas Skinner est natif de Halifax. Il est connu pour avoir participé à de nombreux combats d'arts martiaux mixtes, parfois comme professionnel. Mais il est aussi connu des policiers de Halifax, particulièrement depuis 2010. Cette année-là, il est accusé de voies de fait graves et de menaces de mort. La Couronne a, depuis, demandé un arrêt des procédures dans ce dossier. Mais en 2011, la police de la Nouvelle-Écosse le recherche pour le meurtre au 2e degré, celui d'un jeune homme de 20 ans, Stacey Adams. Pray that he turns himself in. Now, whether he does or he doesn't, you can't run forever now, can you? Mais Stephen Skinner s'est déjà enfui du pays pour rejoindre la Colombie peu de temps après. Skinner accueille Frédéric Lavoie à son arrivée à Medellín. Ensemble, ils préparent un projet d'exportation de cocaïne. Lavoie pense avoir une chance de refaire sa fortune et sa vie. On présente souvent une seule facette du narcotrafic. On peut devenir immensément riche grâce à la drogue. Faire de l'argent est devenu la principale motivation des jeunes, comme celui-ci, qui croient qu'ils peuvent devenir très riches du jour au lendemain. Peu importe qu'ils courent le risque de mourir. Après la pause, qui avait intérêt à tuer Frédéric Lavoie? Medellín est aujourd'hui une destination touristique recherchée, mais elle cache toujours une autre réalité. La plupart des touristes viennent profiter de la ville, de son climat et de la gentillesse des gens. Quelques-uns viennent pour la drogue, les femmes et le sexe. Drogue et sexe, la combinaison parfaite pour les touristes qui cherchent ce qu'on appelle la rumba dura. Ici, c'est bon pour les affaires. La rumba, les femmes, l'exploitation sexuelle, les pédophiles, la pornographie infantile. Ici, c'est la nouvelle Las Vegas. Mais il y a aussi ces étrangers, dont des Canadiens, qui viennent ici pour s'associer à des organisations criminelles. Parfois, ils y laissent leur vie. Depuis 2016, 4 étrangers ont été assassinés ici. Ils étaient reliés au trafic de drogue et à la pédophilie. Un trafiquant est prêt à tout pour atteindre son but. Il n'hésite pas à faire pression sur les gens. Il peut aller jusqu'au meurtre. Selon les autorités colombiennes, Frédéric Lavoie est entré en Colombie quelques semaines avant sa mort. Enquête a appris que juste avant d'être assassiné, un envoyé de Lavoie ramassait de l'argent au Canada pour lui. Et je pense qu'il allait voir aussi plusieurs personnes pour de l'argent. Est-ce que Fred en avait besoin parce qu'il était en cavale ou il le devait à... Je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi il avait besoin d'argent. Aucune idée d'où ce qui était non plus. Pourquoi Frédéric Lavoie a-t-il été assassiné? Selon notre enquête, l'opération Locasse a entraîné des pertes de millions de dollars pour les organisations criminelles qui en faisaient partie, comme les cartels mexicains qui fournissaient la cocaïne transportée par les roulottes jusqu'au Canada. Ils ont perdu beaucoup dans cette histoire, l'argent, mais surtout une porte d'entrée pour acheminer la drogue. L'organisation criminelle est en droit d'avoir des réponses.
Et souvent, on va convoquer ces personnes-là dans le pays instigateur, dans le pays d'où vient la drogue, que ce soit la Colombie, le Mexique ou autres pays producteurs. Et puis, si les réponses ne satisfont pas aux besoins, mais il y a des grosses chances que ces personnes-là, ici au Canada, vous ne les revoyez plus jamais. Nous savons également que l'opération s'appelle LOCAS parce que Frédéric Lavoie parlait trop. Rappelons que l'homme qui a infiltré son organisation et qui témoigne maintenant dans les procès était son bras droit. L'infiltrateur racontait à la police ce que Lavoie lui confiait bien naïvement. Le grand risque est celui de transiger, comme vous avez dit, dans la cour des grands, dans une matière où ce que tu n'as pas tellement l'habitude de faire et que l'erreur est impardonnable. Cette trahison expliquerait également le traitement cruel infligé à Frédéric Lavoie. En Colombie, c'est la façon typique de la mafia pour punir les trahisons. Et en laissant le faux passeport, ceux qui l'ont assassiné voulaient qu'il soit identifié pour envoyer un message à ses associés au Canada. C'est la mafia qui est derrière ça. Des gens très puissants que ça dérange et qui, même des années plus tard, ne veulent pas qu'on en parle. Ça a alerté tout le monde. Avant que notre équipe quitte la Colombie, en avril 2017, on apprend que 2 policiers ont été arrêtés dans l'affaire Lavoie. Effectivement, nous avons arrêté 2 policiers qui auraient été engagés pour faire disparaître le corps du Canadien le jour où il a été tué. Ces 2 personnes ont déjà comparu devant un juge. Ils ont été formellement accusés. Aujourd'hui, les 2 policiers sont toujours en attente de leur procès. Ils ne sont pas accusés de meurtre, seulement de s'être débarrassés du cadavre. Ils disent ignorer qui a assassiné Lavoie. Au début de notre enquête, on ne savait pas qui était le cerveau derrière l'assassinat de Frédéric Lavoie, mais il était clair que ce meurtre ne pouvait pas s'expliquer par une simple transaction qui a mal tourné. L'attention des enquêteurs va se porter sur celui qui accompagnait Frédéric Lavoie dans ses derniers jours en Colombie. La suite de notre enquête, dans un instant. Nous avons démantelé un réseau qui vendait de la cocaïne liquide. En septembre dernier, le procureur de la Colombie annonce le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue. Une enquête de 4 ans menée à travers plusieurs villes de Colombie a permis d'arrêter 27 individus. Une organisation qui se nomme Morfox. L'opération contre Morfox date de 2014. Le bureau du procureur a reçu un avis des autorités canadiennes à propos d'un citoyen canadien nommé Stephen Douglas Skinner, recherché par Interpol. L'organisation utilisait des personnes âgées et des femmes au foyer pour transporter vers l'étranger de la cocaïne liquide dans leur estomac. La cocaïne liquide n'est pas détectée par les scanners des aéroports. Le procureur parle ensuite d'un meurtre qu'aurait commis Skinner en Colombie, sans nommer la victime. Grâce aux enquêtes, nous avons découvert que Skinner aurait présumément assassiné son complice à Sabaneta, région d'Antioquia. Le bureau du procureur nous a confirmé que ce complice, c'est nul autre que Frédéric Lavoie. D'après les autorités colombiennes, les jours avant sa mort, Lavoie résidait au sud de Medellín et il fréquentait Stephen Skinner. Lavoie aurait été amené dans une ferme des environs où il a été torturé et assassiné. Skinner aurait présumément participé à ce meurtre. Pour cette raison, Skinner s'est enfui au Venezuela, où il a été capturé. Stephen Skinner est arrêté en 2016 par la police sur une plage de l'île de Margarita. La police publie cette photo. Après plusieurs mois, il est extradé au Canada.
Par la voix de son avocat, M. Skinner a refusé de commenter les allégations des autorités colombiennes. En juin 2017, Stephen Skinner comparaît enfin à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Il doit subir son procès pour le meurtre au 2e degré du jeune Stacey Adams. C'est sa mère qu'on voit ici, une autre mère dont le fils est tombé, victime d'un milieu impitoyable, comme Frédéric Lavoie et beaucoup d'autres. Je n'ai jamais connu des narcotrafiquants prospères qui soient encore en vie ou qui soient riches. Ils finissent pauvres ou en prison ou morts, assassinés par des gens de leur organisation. Toute cette histoire, c'est une grande tragédie. Quand les proches de Frédéric Lavoie ont appris sa mort, ce fut un choc. Ils ont souffert d'avoir perdu celui qu'ils aimaient profondément. Il n'a pas été élevé dans un milieu criminel. Ça a dû être dur de ce côté-là. Ma grande inquiétude, c'est que cette consommation des drogues alimente la violence. Et cette violence peut mettre fin à la vie des jeunes comme ce Canadien qui est venu mourir dans un pays étranger, loin de sa famille et de son pays, assassiné par la mafia. On espère que vous avez apprécié ce reportage de ce soir et on va continuer de suivre les développements dans ce dossier. Avant de vous quitter, je vous présente un extrait de ce que vous allez voir bientôt à Enquête. Edmonton. Chaque année, la capitale albertaine accueille des dizaines de milliers d'immigrants. Mais en 2010, une résidence unifamiliale attire l'attention d'agents du ministère de l'Immigration. Cette maison semble bien populaire auprès d'immigrants chinois, un peu trop même. Les agents découvrent que sur une période de 8 mois, plus de 40 immigrants chinois nouvellement arrivés au Canada ont déclaré y vivre. Les agents observent le même phénomène dans d'autres résidences à Calgary, à Edmonton et à Richmond en Colombie-Britannique. Une immigrante, dont l'adresse au dossier est à Edmonton, concède qu'elle n'a jamais vécu dans la capitale albertaine. Elle est même incapable de reconnaître le nom de la province. Et ce reportage, ce sera au retour du temps des fêtes. On fait relâche jusqu'au 17 janvier. Merci beaucoup d'avoir été là et de la part de toute l'équipe d'Enquête, de très joyeuses fêtes.